Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à European Lab, à Hôtel 71, au cœur de cette chambre d'enquête conçue par l'auteur et artiste Camille de Toledo, en compagnie de Camille Louis, philosophe et dramaturge. Moi, je suis Anne-Caroline Jombaud, directrice du Polydé d'Artifarty, l'association qui organise notamment les forums European Lab et dont les équipes travaillent dans ce magnifique lieu, Hôtel 71. Aux côtés d'autres résidents, dont l'École urbaine de Lyon. Je suis particulièrement heureuse et émue, je crois, comme plusieurs personnes de l'équipe d'Artifarty ce soir, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est les 10 ans du European Lab et que c'est toujours doux et heureux de partager ces moments avec des visages amis, avec des compagnons de route. Et l'un comme l'autre, vous avez accompagné European Lab à de nombreuses reprises. Camille Louis, parce qu'en tant que philosophe et activiste, tu nous as accompagnés à Bruxelles, à Paris, à Lyon. Et tu fais partie de ces figures, effectivement, qui allient l'engagement de façon très concrète et la réflexion, la théorie. Et c'est aussi une des marques de fabrique de European Lab, d'essayer d'articuler, effectivement, réflexion et action, voilà, la pensée et aussi l'expérimentation. Et puis Camille de Toledo, parce que la première fois qu'on t'a invité à un forum, il y a 3 ans, je crois, c'était simplement pour faire connaissance, parce qu'on avait l'intuition qu'on pourrait faire des choses ensemble. Donc la première fois, on t'a invité simplement à partager des moments avec nous, sans forcément intervenir. Finalement, tu l'avais fait au débeauté. Et ça correspondait aussi pour toi à un retour à Lyon, donc à un moment qui, je pense, a une coïncidence qui fait aussi le lien, d'une certaine façon, avec ton dernier livre, Ta vie, sa vie nouvelle, qui opère un retour aussi à la fois sur ta famille, ce qui a motivé aussi ton départ pour Berlin. Et c'est aussi ce qui a été le point de départ d'une résidence de création qu'on a imaginée avec la Fête du Livre de Bron et l'École urbaine de Lyon. On a ensemble uni nos forces, qui nous a permis de partir sur un projet plus ambitieux que si on l'avait fait chacun dans notre coin. Et puis surtout, je pense, de t'accompagner dans les différentes facettes de ton œuvre et dans tes multiples talents, puisque Yann Nicole, qui est présent avec Thibaut à la Fête du Livre de Bron, t'accompagnait déjà depuis plusieurs années à l'endroit de la littérature, qui est quand même le cœur du réacteur, qui est la matrice. Mais la question de l'anthropocène, par exemple, de l'attention au vivant, traverse toute ton œuvre. Et c'est vrai qu'à ce titre, l'École urbaine de Lyon avait été très attentif aussi à ton travail et désireux de t'accompagner dans cette dimension. Et puis nous, du côté du European Lab, c'est vrai qu'on défend peut-être, on questionne les formes de l'engagement. On est sur une dimension plus politique. On a ouvertement, effectivement, comme notre nom l'indique, un horizon européen. Et c'est vrai qu'à la fois sur l'Europe, dont tu parles magnifiquement, tu t'es engagé aussi sur la question de la traduction comme langue de l'Europe. Tu vis à Berlin. Voilà, tu as vraiment cet horizon aussi en partage avec nous. Et puis tu es quelqu'un aussi qui est engagé. Alors on en discutera aussi, parce que les formes évoluent. Mais tu as souvent été aux côtés des migrants, par exemple, ou d'engagement collectif que tu as partagé. Il manque un autre aspect, mais peut-être dans tout ce que j'ai tracé aussi, qui est la dimension plastique, puisque tu es aussi un artiste plasticien. Alors on le sait moins en France, puisque tu as eu une grande exposition, mais en Allemagne, c'était à Leipzig. Et on voit du coup à travers cette œuvre, cette installation, un petit peu toutes ces dimensions qui interviennent, puisque vous voyez effectivement sur l'œuvre, sur les panneaux qui se déploient derrière Camille, à la fois la dimension de la généalogie familiale qu'on retrouve dans Thésée, sa vie nouvelle, une quête intime, mais aussi une enquête historique. On voit des champignons atomiques d'Hiroshima, on voit des photos des camps, voilà, la grande histoire avec une grande hache et la petite histoire plus intime et familiale. Tout cela s'entrelace. Et sur la dimension plastique, c'est vrai que c'est un aspect qui est intéressant, parce que on pourrait peut-être considérer d'une certaine façon
que tu es du côté de la littérature exposée, en tout cas du déploiement plastique d'une œuvre littéraire, ce qui est assez singulier. Cette installation le montre bien. Et pour ceux qui ont eu en plus la chance de lire le dernier livre de Camille, Thésée, sa vie nouvelle, ils comprennent assez vite que il y a de saisissants échos entre cette œuvre littéraire et l'installation. J'ai déjà été beaucoup trop longue. Mais ça me permettait déjà de refaire un petit peu le retour sur la genèse de cette résidence. Et je vais peut-être... alors, je ne sais pas si tu peux simplement réagir à ce que j'ai dit de la résidence, de la façon dont elle s'est déployée et de ce à quoi elle aboutit. Juste un petit mot, puisqu'après, on va partir sur des sujets... on va reprendre le fil des conversations qui ont eu lieu depuis plus d'1 an dans le cadre de la résidence. C'est un autre volet de la résidence de création. Il y a eu effectivement la réalisation de cette œuvre plastique que tu as complétée à chacune de tes venues. Mais il y a aussi eu un séminaire ouvert et un cycle de conversations qui t'ont permis de questionner le registre de l'enquête à différents niveaux. Écoute, d'abord, merci beaucoup pour cette introduction. Je pense j'y reviendrai en fait, mais oui. Donc, en tout cas, simplement pour vous dire que je suis très très heureux que Camille Louis soit là avec nous. Merci beaucoup de ce chemin, parce que c'est un long chemin, finalement, à travers beaucoup d'épreuves. C'était assez picaresque. Il y avait le Covid, il y avait les difficultés à traverser l'Europe, il y avait les trains qui roulaient plus, il y avait les passages de frontières. Donc derrière chaque pièce, chaque geste, c'est tout ça. Et puis, il y a aussi un chemin partagé avec des différentes... personnalité du monde de l'engagement, des sciences humaines. Donc, j'en cite quelques-uns, je vais sans doute en oublier, mais on avait ouvert cette séquence avec Michel Lusseau, qui est ici assez connu, puisqu'il est là au sommet de cette maison que nous occupons là maintenant avec l'école urbaine de Lyon. Puis j'ai eu la chance de m'entretenir avec un historien qui était Hervé Mazurel, et puis il y a eu d'autres conversations avec Frédéric Aïtouati, que Camille Louis connaît bien, et ça c'était à distance. Enfin voilà, donc il y a eu tous ces échanges, ils sont en ligne, on peut les consulter. Ce sont des conversations qui à chaque fois cherchaient à saisir un moment inquiet de la vie humaine à l'issue d'un siècle, le XXe, qui a beaucoup détruit, et dans un temps au début du XXIe siècle qui tremble aussi pour certaines raisons. Et on se demandait à chaque fois quel était le sens de ce geste d'enquête. Qu'est-ce qu'on cherche quand on se met à enquêter à la fois sur des formes de disparition, sur des crimes du passé, mais aussi sur des disparitions du présent, que ce soit la question migrante qui occupe beaucoup Camille, ou des formes plus écocides de destruction de monde, de climat, de formes de vie animale, etc. Et donc voilà, on tournait un peu comme un soleil noir autour de ce temps des enquêtes. Et on avait d'emblée effectivement prévu que Camille Louis participe à ce cycle de conversation. Ça aurait dû avoir lieu l'année dernière pour European Lab, qui malheureusement a été annulé comme beaucoup d'autres manifestations. Mais avec Camille Louis, tu souhaitais effectivement questionner l'enquête dans un nouveau champ qui s'ouvre peut-être en philosophie, qui est beaucoup plus articulé aussi avec l'action, l'engagement. Et en quelques mots, Camille, parce que je ne t'ai pas suffisamment présentée sans doute, rappeler que tu es philosophe, activiste, dramaturge, co-initiatrice du collectif international Compost. En tant que dramaturge, tu es associée encore à la Bellone à Bruxelles. Tu l'as été au théâtre de Nanterre à l'époque de Philippe Ken, où tu as développé tout un cycle de rencontres intitulé Monde possible, qui va se poursuivre, j'imagine, avec Philippe autrement. Tu as été aussi très présente, et je crois que tu t'apprêtes à résider pour de vrai maintenant en Grèce, à Athènes. Et tu vas sortir prochainement un livre aux éditions du PUF en octobre qui s'appelle La conspiration des enfants, dont tu nous parleras sans doute. Et puis quelques mots sur tes engagements, puisque Camille l'a cité, mais tu l'as été vraiment aussi au moment de Calais, auprès des migrants de Calais, auprès des personnes exilées aussi en Grèce, notamment à l'île de Lesbos et à Athènes. Plus récemment en France, à travers l'association La Casa, qui s'est occupée de
de proposer des logements aux personnes qui n'en avaient pas, en demandant à ceux qui laissaient leur logement pour se confiner à la campagne ou ailleurs, et que cette association se poursuit. Et peut-être une première question, puisque tu étais un peu le sujet qu'on voulait questionner, que tu souhaitais questionner, Camille. Comment s'articulent dans tes travaux effectivement ces deux points, à la fois la théorie et le symbolique, et puis les solidarités concrètes, puisque tu es vraiment engagé à travers toutes ces actions. Est-ce que l'un se nourrit de l'autre? Est-ce que ça se complète? Est-ce que ça se déchire, comme on disait tout à l'heure? Beaucoup de choses. Merci beaucoup de l'introduction et de l'invitation. Moi aussi, je suis vraiment très contente. Donc, désolée de vous faire part à ce point de notre joie de la réunion, mais bon, vous la comprenez puisqu'on a tous été un peu privés de nos lieux et de nos croisements. Mais c'est vrai que c'est particulièrement émouvant pour moi, en effet, de revoir European Lab pour qui pourquoi, pour lesquels j'ai une énorme estime, vraiment. Et de se trouver dans cette chambre de Camille avec un prénom commun, des prénoms qui se font écho, de frères qui ont le même prénom, de mots qui qui tissent des ponts invisibles entre ton écriture et la mienne et nos manières d'habiter ce monde. C'est très troublant. Donc j'ai passé un temps chargé dans la chambre, et je vous y invite, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter Camille, vous légendez par sa voix ce que vous voyez sur les parois. C'est vraiment très précieux comme expérience, puisque je pense qu'il y a une chose, je vais venir à la question, mais elle est liée, c'est en tout cas qui me touche particulièrement, cette capacité à lier l'intime et le collectif, et donc en un sens le politique, et particulièrement avec une question que je ne sais plus si tu l'as dit ou si tu l'as écrite, mais la possibilité de faire l'histoire depuis une blessure, et qui est à la fois une blessure intime, mais des intimités croisées, parce que je pense que c'est des blessures qui peuvent faire aussi lien entre différentes singularités, mais qui est une blessure du monde qu'on saccage, du monde qu'on piétine, et des formes de vie qu'on piétine tout autant, et comment le chagrin, ou en tout cas l'attention à cette blessure, sans forcément la réparer, la guérir, mais la soigner. Et c'est pas la même chose, guérir et soigner. Prendre soin d'une blessure, c'est aussi créer d'autres soucis pour le monde et l'être au présent. Et je crois que on en a beaucoup besoin, y compris dans nos engagements politiques. Et donc ma manière, en effet, à moi de travailler avec ces blessures-là, et en un sens mener l'enquête, puisque je crois que l'action et l'engagement sur les terrains, il part moins d'une idéologie où il faut sauver tel ou tel groupe sujet qu'on identifie comme des groupes sujets, alors que ce sont tous des actrices et des acteurs différents. Mais ça part vraiment d'un souci d'enquête au sens de rendre visible et faire l'histoire, ou en tout cas faire remonter les histoires étouffées, et pouvoir aller sur les terrains où, c'est comme anticiper la catastrophe, en fait. Savoir qu'il y a des terrains où, encore une fois, des groupes sujets, des singularités vont disparaître, et que ce ne sera pas noté, et que ce sera encore moins noté que ceux par lesquels on les rendra visibles dans la mémoire. Ce sera simplement sous le statut de victime ou de personnes qui ont disparu. Et moi, ce que j'essaie de faire beaucoup auprès des personnes exilées et sur ces terrains-là de lutte, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes qui ne sont pas simplement des victimes. Elles le sont à différents niveaux, mais elles sont aussi des actrices et des acteurs de monde, des résistantes et des résistants, et des gens qui inventent des manières justement à la fois de traverser la mer, mais aussi de traverser les multiples frontières auxquelles ces personnes-là sont soumises une fois qu'elles arrivent ici, qui en fait n'est jamais arrivé nulle part, puisqu'on sait ce que c'est arriver en Europe aujourd'hui pour des personnes venant d'Afghanistan ou d'ailleurs. C'est juste le début d'un nouveau voyage de violence, en fait. Et je crois que ce que j'essaie de faire, à la fois en étant là et en les relatant dans les récits que je porte à l'endroit plus de la philosophie, de la dramaturgie, c'est en effet de faire en sorte que l'enquête puisse se mener, y compris quand il n'y a plus de traces. Et ça, c'est vraiment une question que je voulais partager avec toi aussi. À quoi on s'attache quand il n'y a même plus de traces, puisque tout a été balayé, des fameux circulés, il n'y a rien à voir, qui font le devenir de nos mobilisations politiques. À quoi on s'accroche et comment est-ce qu'on soutient? Et c'est vrai que moi, j'ai finalement moins choisi la théorie que le théâtre, mais c'est deux mots intéressants. La théoria, c'est ce qui donne à voir, et le théatron, c'est donner les conditions d'un voir.
Et du coup, je crois que d'aller sur les terrains, c'est aussi me donner les conditions de voir un peu plus et un peu plus longtemps que ce qui a été bloqué. Et que finalement, pour rendre visible autrement, enfin plus longtemps et le mettre en partage, c'est des fictions en fait. C'est des dramaturgies beaucoup plus que des essais théoriques. Et ça sera en effet l'objet et la forme de ce livre, La conspiration des enfants, qui, alors qu'il devait reprendre ma thèse de docteur en philosophie, est devenu une série, enfin ces 3 mouvements fabulatoires qui suivent des récits d'enfants qui sont des enfants en partie rencontrés sur ces terrains de lutte et en partie fictionnés au sens où j'ai prolongé ce qui m'était resté d'eux dans les endroits où j'en avais croisé les fantômes en fait. Voilà pour démarrer. Alors, je ne sais pas, Camille, si tu veux réagir, mais pour peut-être prolonger... Ah oui, si je dis Camille, on va s'en mêler. Hein. Oui, tu veux prendre la parole ? Non, je me signalais par rapport au prénom, pour l'adresse. Oui, sur ta présence sur le terrain, sur ta manière d'être sur le terrain. On voit bien qu'il y a aussi des postures, parfois. Enfin, il y a des gens qui se jettent sur les terrains de lutte, d'une certaine façon, pour en être. Et il peut y avoir aussi du trop, voilà. Et toi, tu essayes d'être vraiment, tu le disais, hein, de faire remonter plutôt depuis les plus fragiles, depuis ce qui est abîmé, de le faire entendre, d'essayer de voir ce qui peut tenir à partir de là. Comment tu observes ce terrain de l'engagement, qui est miné de toutes parts aussi. Je croyais qu'on passait à l'autre Camille, du coup j'étais. Oui, non, c'est important ce que tu rappelles, mais en effet, je suis parce qu'on en parlait sur à la fois le fait qu'on soit tous les deux des personnes engagées, mais de manière différente, et que on a parfois un peu cette binarité, cette caricature de l'activiste comme celui qui est forcément sur le terrain à l'endroit où il faut lever les poings, et alors qu'il y a des tonnes de manières d'être sur le terrain, et que pour y être souvent, j'ai de plus en plus tendance à essayer de travailler la manière la plus juste de prendre part à une lutte, c'est-à-dire de pas forcément, en effet, s'y jeter, qui devient une sorte de geste sacrificiel, où finalement les personnes pour lesquelles on prétend s'engager sont de la même manière niées, puisqu'on ne les écoute pas, puisqu'on a déjà prévu de parler pour eux et elles, mais sans eux et elles. Et moi, j'essaie d'être un tout petit peu plus petite, plus humble, et d'aller d'abord à la rencontre des personnes, d'observer comment ces gens-là luttent pour elles et eux-mêmes, et ensuite de faire lien. Et pour moi, c'est vraiment important, cette question de l'alliance, et comment ces personnes-là, qui sont des personnes exilées, qui viennent d'endroits très différents, au final, mais c'est ce que fait très bien Camille aussi sur les parois, comment ça parle de nous et nous parlons d'eux à d'autres endroits de blessures, de trajectoires amputées, d'impossibilité de rejoindre, et en même temps la nécessité de partir. Enfin, toutes ces routes-là, elles sont communes. Et du coup, comment les entendre, comment être à la hauteur de ces voix constamment tues, et pas encore plus les recouvrir en prenant les armes pour elles. Et c'est au-delà de la symbolique de ça, c'est très concret. Ça fait simplement que quand des militants veulent aller occuper un lieu en y allant en force, la police arrive, et que c'est pas le même devenir pour les personnes qui ont leurs papiers comme moi, et les personnes migrantes qui, elles, vont très très mal vivre la suite de cette occupation. Donc c'est des prises de risques et des prises de parole qui sont toujours en surplomb, et qui, moi, ne me conviennent pas. Donc j'essaie de faire un petit peu autrement, et je pense que c'est important aussi de le dire dans un champ plus large, qui est, c'était cette très belle formule de Foucault, Michel Foucault, le philosophe, préfaçant l'édition anglaise de l'Anti-Oedipe, et qui disait « Ne pensez pas qu'il faille être triste pour être militant ». Et c'est un peu la même chose. Ne pensez pas qu'il faille être sacrificiel pour agir auprès des personnes fragiles. Ne pensez pas qu'il faille prendre toute la misère du monde pour simplement reconnaître des égaux. Et sortir de ces postures-là, je pense que ça recrée des possibles d'engagement qui ne sont pas si énormes que ça, en fait. C'est parfois juste habiter le monde demande à être auprès de ceux avec lesquels on cohabite, et donc demande des engagements. Et voilà, à la fois, j'ai l'impression que ça rouvre des possibles sur l'augmentation du nombre des personnes qui peuvent s'engager à différents niveaux, et aussi sortir de cette vision qui fait du mal des deux côtés,
tant pour celles et ceux qu'on défend que pour celles et ceux qui se veulent les défenseurs et défenseuses ou les sauveurs. Et je crois que tu en parles très bien de cette posture du sauveur, du mal que peut faire le sauveur. C'était les Grecs justement qui disaient ça, sauvons-nous de nos sauveurs. Pour ceux qui voulaient les sauver depuis l'expertise des technocrates, laissez agir les gens depuis les endroits de vie et ne nous sauvez pas, laissez-nous vivre. Peut-être tu peux... En fait, en écoutant aussi Camille, je me venais l'image de... Je dialoguais récemment avec quelqu'un qui travaille sur les foudroyés, les gens qui ont reçu la foudre. Claire Fercac, qui est une écrivaine avec qui je dialogue aussi, travaille sur les foudroyés et on parlait de la silhouette des arbres qui ont été foudroyés. Et en fait, c'est disons très riche de voir comment la figure de l'arbre se suture ou cherche à la revie après la foudre, quoi. Comment l'endroit qui a été blessé, qui a été foudroyé, en fait, comment la vie se recompose autour de cette nouvelle silhouette. Et dans ma vie qui n'est pas encore très longue, mais simplement, moi j'ai un peu cette même expérience de vie. Je le raconte un peu dans Thésée, je le raconte à travers cette installation. Il y a quelque chose qui est une blessure, qui est comme une sorte de foudre qui m'est tombée dessus et qui m'a conduit à opérer un certain nombre de translations, d'opérations, d'être attentif aux fragiles. Vous savez, on est élevé dans des systèmes du fort. L'école organise le fort, les modèles évolutionnistes darwiniens, enfin tels qu'ils ont été récupérés par un certain nombre de modèles économiques, vont organiser également le triomphe des forts. Cette histoire également, un philosophe allemand qui adorait l'histoire, mais voilà, comme il disait ça, que c'est souvent une histoire qui est écrite par les vainqueurs. La politique est également pensée du point de vue de celles et ceux qui gagnent toujours. Il y a toujours comme ça la concurrence, ou l'idée même générale de concurrence qu'on retrouve ici dans cette image comme ça des 30 glorieuses. Tout ce qui est glorifié, c'est toujours autour du triomphe. Et tout ce qui nous rapproche du vivant, en fait, de la vie, en fait, de ce qui veut vivre, en fait, de ce qui... En fait, c'est ce qui est du côté du fragile, donc du côté de l'endroit où l'arbre a pris la foudre. C'est-à-dire que, en fait, et je crois qu'il y a quelque chose d'assez passionnant, et même, je dirais, qui laisse une certaine forme d'espoir dans des temps qui, je dirais, sont toujours sombres, mais qui, particulièrement par certains motifs aujourd'hui, nous paraissent à nous autres peut-être plus sombres, nous autres qui n'avons pas connu la guerre ou qui n'avons pas connu des temps très 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 sombres. On a le sentiment que ça se durcit, que quelque chose se durcit. Eh bien, en fait, je trouve que c'est un signe, en quelque sorte, enfin, qui amène un peu de lumière dans cette noirceur. C'est que l'état terrestre, en fait, oblige à retourner la force du côté du fragile, en fait. Tout d'un coup, en fait, c'est comme si on était contraint au nom, en fait, d'une dimension écologique, mais d'une dimension terrestre, d'une condition terrestre, que nous étions en permanence rappelés au fragile de la vie. Et ce qui va dans le sens de la parole de Camille, et dans son engagement aussi, et dans le sens de bien désengagement. C'est ce moment, ce motif, et c'est pour ça que je l'associe à la notion d'enquête, c'est ce moment où tout d'un coup on se met à regarder derrière des grandes histoires du triomphe, des grands récits. Tout d'un coup on se met à dire, tiens, qu'est-ce qui est négligé dans ce grand alphabet, quelle est donc cette écriture du monde qui a oublié tout un tas de formes de vie. Et ça commence par l'inframince, c'est-à-dire l'inframince aujourd'hui qui a changé l'allure du monde pendant 1 an et demi. C'est un inframince, comme disait Marcel Duchamp, il employait ce terme, l'inframince. Mais c'est aussi ce motif de celles et ceux qui nous disent, tiens, c'est curieux lorsque on prend la route et que l'été, on ne voit plus des moustiques s'écraser sur le pare-brise. Et tout d'un coup, il y a une sorte d'attention à l'inframince, d'attention à quelque chose qui est absolument écrasé depuis toute l'histoire, en fait, d'une certaine histoire, du logos, de l'alphabet, et d'une marche en avant, comme ça. Et ça, voilà, ça c'est ce que j'essayais de saisir
avec la chambre d'enquête. C'est pour ça que ça va bien au-delà d'une histoire intime, comme d'ailleurs, je le dis souvent, mais la lecture de Thésée prête parfois à une lecture biographique, mais ça n'est pas une lecture biographique pour moi, et ce n'est pas un travail biographique. C'est simplement d'utiliser un matériau personnel de fragilité qui vient en quelque sorte témoigner pour une bascule des regards, qui vient nous dire est-ce que nous ne sommes pas toutes et tous contraints de regarder et de rebâtir à partir du fragile du vivant. Et ça va évidemment rejoindre enfin tout un fil, c'est vrai pour moi, d'engagement qui a été très très vite en fait porté à regarder ce qui est battu, ce qui est détruit, non seulement dans l'histoire mais dans le contemporain, jusqu'à voilà tu mentionnais la question de la traduction, ce que j'ai fait avec le nom de mon frère Jérôme, ou ce que ma psyché avant moi, avant le langage, mais j'ai été conduit à le penser avec le nom Jérôme, c'était tout d'un coup, tiens, qui est mort? Donc j'ai un frère qui a décidé de partir un peu avant l'heure, et donc je pense avec cette mort, je pense avec un suicide, et je pense avec d'autres suicides généalogiques, mais ce que je vais penser à partir de là, c'est le signifiant Jérôme. Et donc je vais organiser quelque chose autour de la figure du traducteur. Et le traducteur, justement, c'est celui qui fait pont entre des mondes, et c'est précisément toujours celui que l'on ignore. C'est souvent d'ailleurs un combat dans la littérature pour que le nom du traducteur apparaisse sur une couverture. Donc là, on retrouve ce motif du visible et de l'invisible. Ce qui va être du côté de la force, c'est ce qui va entrer dans la scène de l'histoire, dans le spectre du visible, et le geste artistique, esthétique, politique, poétique que nous sommes, je crois, collectivement appelés à faire, même si, hélas, il n'est pas fait par les grands cadres, c'est de nous tourner, en fait, et de repenser la question du bâtir ou du vivre à partir du fragile du monde, quoi, à partir de l'inframince, en disant, tiens, dans cette démarche, dans cette silhouette avancée, comme ça, qu'est-ce que j'ai oublié ? Dans l'histoire de la confiance, de la force, quand on se félicite, par exemple, que son enfant soit fort, moi j'ai toujours cette attention en eux en disant, tiens, oui, mais qu'est-ce que dans cette affirmation, quel est le fragile qu'ils ont laissé de côté ? Et donc c'est comme ça, notamment, que je me suis aussi intéressé à la question du vertige. Pourquoi ? Parce que le vertige, en fait, c'est ça. C'est tout d'un coup, on se met à regarder ce qui, dans un élan de hauteur, de prise de confiance, d'appui, ce qui fait chanceler, en fait, ce qui fait tomber. Et en fait, le sujet, en fait, les sujets ascendants que nous sommes toutes et tous depuis l'enfance, sujet parlant, sujet de langage, en fait, ce sont toujours des regards qui vont du côté de ce qui s'affirme. Mais lorsque l'on s'intéresse, par exemple, à des questions migrantes, tout d'un coup, on va se tourner du côté de la langue, de la fragilité de la langue. C'est-à-dire, on va se retourner vers des vies qui renoncent ou qui perdent leur attache, leur appui sérieux dans la langue pour arriver dans un théâtre où ils n'ont pas la maîtrise des codes. Et évidemment, ils vont arriver dans un théâtre de force où ils ne maîtriseront pas les codes et où ils seront mis plus ou moins de côté, écartés, parce que le code n'est pas maîtrisé. Donc pour moi, c'est vraiment la petite capsule qui accompagne comme ça cette transformation qui dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si en fait on se remet à penser le politique aussi du côté du fragile. Voilà. Donc c'est une manière de vous dire un peu le chemin parcouru autour de ce travail et de Thésée. Après, bon, on pourrait continuer. Parce que sur les formes d'engagement, effectivement, on aurait pu penser dans ton parcours qu'il y avait d'une certaine façon une mise en retrait par rapport à d'autres formes d'engagement dont tu as pu témoigner. Mais donc toi, tu le qualifies comme un changement de regard, enfin, regarder derrière, être attentif à l'infra. Mais on sent aussi une déception, en tout cas sur des formes d'engagement qui ne fonctionnent plus ou qui sont même contre-productives. Bon, en fait, je crois que oui, je vois où tu veux me conduire et ça me permet de vous dire un mot, c'est que quand on a la charge de certaines formes d'art symbolique, il y a toujours un petit procès que l'on se fait qui est de ne pas en faire assez, ou de ne pas être du côté de la matière, de la pleine matière, ou du côté
Bon, alors, pudiquement, je ne veux pas dire ce qu'on continue à faire, puisque c'était des années à Berlin où on a beaucoup à faire, et avec justement celles et ceux qui arrivaient de Syrie ou autres, mais en tout cas, on se dit toujours qu'on n'en fait pas assez. J'ajoute à ça que je viens aussi justement d'une famille où en fait il y avait quand même un certain pouvoir, qui n'était pas seulement symbolique, qui était également matériel. Et parmi ces formes disons, de pouvoir, il y avait chez mon père une sorte d'esprit assez messianique, c'est-à-dire on va sauver, quoi. On va sauver, ce discours du sauveur, de sauver le monde, qui prenait pas chez lui une forme violente, mais qui était simplement une soif messianique, comme si... et je crois qu'on a un peu toutes et tous cela, en fait. C'est l'idée que nos gestes sont toujours insuffisants. Il y a quelque chose comme ça à l'arrière de l'esprit qui dit non, mais c'est pas assez, en fait, c'est rien. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Au nom de cette grande réparation, de ce grand sauvetage. Je crois que c'est très fort en France. Quand on passe le Rhin, et qu'on passe de l'Allemagne à la France, on change d'espace public. L'espace public en France, pour moi, est très chargé par cette idée de qui va nous sauver. Il y a quelque chose comme ça, j'allais dire, d'une forme de névrose ou de maladie, en fait, de chercher la grande figure. Nos institutions accélèrent ce genre de choses en disant, tiens, quelle est la personne qui va surgir dans l'espace public et qui va faire que ce pays, etc., va sortir de... Et en fait, c'est toujours des grands motifs, des grands récits. Et je crois que là aussi, il y a un travail vraiment très profond tu parlais de ce terme de soigner, à se soigner à cet endroit-là, à ne pas attendre en fait ce grand geste salvateur, à dire voilà, il y a quelque chose de petit ou d'inframince, il y a une attention qui peut changer quelques regards, un peu comme ces gens, des artistes du land art qui tout d'un coup faisaient des gestes un petit geste minimal en mettant un petit pont de bois sur une rivière et qui disait ça y est, c'est tout ce que j'avais à changer au monde. De plus en plus, je suis sensible à ça en fait, à ces micro-gestes. Et peut-être que justement en travaillant et en préparant cette dialogue, l'image qu'on travaillait, en tout cas qui moi revient souvent en ce moment, c'est l'image d'une grande tapisserie qui est en feu. Et puis il y a des petits gestes comme ça de réparation à certains endroits de la tapisserie. Et puis il y a ceux qui mettent de l'huile sur les flammes, et il y a celles et ceux qui contemplent le feu en disant regardez, tout périt. Et puis il y a jusqu'au bout des petits artisans, et ça inclut pour moi les abeilles. Ça inclut, c'est pas seulement un fait humain, quoi. C'est même en fait grandement un fait non humain, en fait. C'est-à-dire que la vie a une capacité extraordinaire homéostasique. On parle d'homéostasie, d'agir, de réparer, etc. Et nous autres qui sommes des pollinisateurs symboliques, enfin pour moi les êtres humains sont des gens qui écrivent des symboles, qui déplacent des lettres, qui disent tiens si on change ce mot-là, alors ça va changer la manière dont on vit. Eh bien en fait on accompagne ça, enfin en tout cas on essaye, en tout cas, et c'est celles et ceux qui pour moi sont en quelque sorte du côté de la tapisserie qui va m'intéresser. C'est-à-dire que j'ai une façon de me sortir de ce débat de mais regarde tu ne fais rien, en me disant mais regarde on est assez nombreux en fait à faire des petites choses et en fait ça crée des mondes quand même, ça crée des mondes. Je crois qu'il y a Anna Tsing, une anthropologue, nous dit qu'on a nous autres modernes, on a un grand problème de ce qu'elle appelle la scalability, l'échelle. On a pris l'habitude de regarder le monde à trop grande échelle. En fait, avant nos temps médiatiques, nos temps médiés, on regarde le monde avec des plus petites échelles. Et lorsque l'on regarde les choses avec des plus petites échelles, d'autres formes de lunettes, alors on se met à voir, qu'il y a quelque chose là qui s'accomplit et qui dessine un monde un peu plus habitable. Voilà. Donc on essaie de travailler un peu à ça. Donc je me guéris un peu je me soigne de ce procès que je fais à moi-même. Après, voilà, bon, oui, par le passé, on m'avait demandé d'écrire une constitution imaginaire quand j'avais 21 ans. C'était déjà la constitution imaginaire, le parti imaginaire. Voilà, bien sûr qu'il y a toujours à l'arrière quelque chose qui est un grand geste. Mais j'ai le sentiment qu'en fait, le grand geste, ça appartient à un autre temps historique.
Non, c'est juste parce qu'en écoutant Camille, je me rends encore plus compte pourquoi j'ai écrit avec les enfants. Qui justement sont ceux qui sont en dehors du grand et que je me disais en t'écoutant qui est pour moi, enfin, vous l'avez compris aussi, une forme d'engagement justement, de se tenir du côté du fragile, au sens où l'engagement, c'est un mot un peu valise, mais si on y pense comme ce qui engage, ce qui peut engager d'autres, je trouve que précisément la question des narrations et la question de rendre visible, non simplement qu'il y a des fragiles, mais tout ce qui, comme tu le dis à un moment sur le mur où on voit, tout ce qui aurait pu s'écrire autrement. Quelle autre histoire du futur aurait été possible? Qu'est-ce qui se serait écrit autrement si on avait regardé et pensé les choses depuis le fragile et depuis justement ce qui n'a pas sauvé? Parce que quand il y a un sauveur, il y a aussi des sacrifiés. Que moi, mon Thésée, dans le livre, quand il intervient, c'est aussi parce qu'on parle de Thésée, mais on parle jamais de ces 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles qui ont été sacrifiés au Minotaure, parce qu'on garde le sauveur, et après on fera l'histoire. Et finalement, qu'est-ce qui s'invente et qu'est-ce qui se produit à l'endroit des fragilités de l'histoire, et comment, moi en tout cas, ce que je trouve passionnant, et ça touche à cette question des tapisseries et de comment on fait. Voilà, Natsing parle de Dans les ruines. Moi, mes enfants démarrent avec les cendres. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben justement, on fait beaucoup, et notamment dans ces îles grecques dont on ne parle que comme des endroits de mort et où les gens meurent en faisant la grande plainte. Ben, c'est aussi des endroits où, de manière toute petite et toute fragile, des formes de vie s'inventent, et des vraies formes de vie. C'est-à-dire, c'est pas simplement la mort noyée ou la survie dans les camps. Il y a aussi des manières justement de créer des ponts, des relations. Et je pensais à une personne en particulier quand tu parlais de la traduction, qui est Mariam, qui est une personne afghane qui, elle, sa lutte principale, c'est de créer une plateforme éducative. Mais c'est remarquable ce qu'elle a fait. C'est vraiment un outil génial pour les personnes migrantes, pour qu'elles apprennent les langues, parce que justement, la langue est essentielle. C'est-à-dire que ça n'est pas secondaire par rapport à la question de recevoir quelque chose dans son assiette. Pouvoir se raconter, pouvoir mettre les mots sur ce que l'on a traversé ou sur ce que l'on vit, notre capacité à se mettre en histoire, c'est ce qui nous fait tenir en tant que vivant, et pas en tant que soit mort-vivant, soit survivant, mais vivant, au creux et dans l'épaisseur de la vie. Et je trouve que c'est quand on voit la pauvreté dans laquelle nous plonge cette vie du code, cette vie du code. Je pense au code pour les migrants qui ne comprennent rien à ce qu'on leur demande de cocher comme case. Réduire nos vies à ça, à des codes et des croix, alors que la pluralité des langages fait la pluralité des mondes et du monde commun, non comme un. Et c'est important de se souvenir d'eux, de ces personnes-là, comme des poètes, des autrices et des auteurs, des actrices et des acteurs, et pas simplement comme des êtres à sauver. Voilà. Et juste parce que tu as parlé d'un philosophe allemand, et ça me fait penser à cette chose-là de la pauvreté dans laquelle on plonge toutes nos existences, en fait, pas que les existences migratoires, par l'abandon justement de cette question de la mise en récit ou de quels mots on met pour se raconter. C'est ce que Benjamin disait, je crois que c'est dans Expérience et pauvreté, que la pauvreté de notre époque, c'est d'avoir perdu la faculté de se partager des histoires, de cette nécessité de à la fois la mise en histoire et le partage à plusieurs, et que c'est pas une question secondaire, vraiment. Et voilà, dans les multiples choses que je voulais dire en t'écoutant, il y avait une autre chose qui va me revenir parce qu'elle est partie. Mais tu as parlé à plusieurs reprises des récits, et c'est vrai que nous, cette année, on avait choisi à European Lab comme thématique la bataille des récits, en disant qu'il y avait quelque chose qui se jouait à cet endroit à plein de niveaux, aussi bien sur un niveau macro, démocratique, en se disant voilà, il faut peut-être contrecarrer des discours extrêmement puissants, nationalistes, très impactants, et pour proposer une diversité de discours qui soit alors peut-être plus divers, qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, qui soient attentifs à ce qui nous entoure davantage. C'est le cas aussi sur les enjeux climatiques, par exemple, dont on voit que en fait, on a besoin de récits mobilisateurs, en tout cas de récits qui nous permettent de susciter de l'engagement, de déclencher de l'action, parce qu'on a tous une bonne conscience, je pense, de la catastrophe dans laquelle on se trouve. Mais pour autant, on n'y change pas grand-chose, ni dans nos modes de vie, ni dans nos manières d'être, pour la plupart d'entre nous. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi cette thématique, et qu'on retrouve à la fois effectivement dans ce que tu dis, dans le livre aussi que tu vas sortir,
qui consiste à être attentif à ces histoires dont sont porteurs ces enfants qui sont des invisibles, des inaudibles, je ne sais pas, auxquels on n'est pas suffisamment attentif. Camille, toi aussi, tu es en capacité de produire des récits à plein de niveaux. Et sur la question du vivant et du climat, je voulais te questionner quand même sur une modalité d'action ou d'engagement à un niveau symbolique, puisque là, on est à l'échelle de la loi. Pour le coup, sur lequel tu te mobilises, puisque à travers notamment les auditions du Parlement de la Loire que tu mènes depuis plusieurs mois et qui vont aboutir aussi à la rédaction d'un livre, tu mènes, en tout cas, tu t'engages à être à l'écoute de ceux qui n'ont pas la parole, et pour cause, hein, il s'agit d'éléments de la nature, de non-humains. Est-ce que la loi, enfin l'instrument juridique, est une modalité de transformation pour toi? En fait, donc ce dont on parle ici, c'est ce qui vient peut-être après justement l'enquête. C'est une fois qu'on a fait le diagnostic de ce qui n'est pas vu, de ce qui n'est pas entendu, de ces ensembles fragiles, de ces zones obscures ou mal éclairées de l'histoire. On va se demander effectivement comment est-ce qu'on arrive à pointer un horizon où ça crée un monde commun. Et en fait, la loi, peut-être que aussi il y a cette dimension que c'est une sorte de bascule de la question du pouvoir à la question de la loi, en fait. Peut-être aussi c'est une déformation, disons, professionnelle, mais moi j'ai étudié plusieurs types de sciences humaines, j'ai fait des études de littérature, mais j'ai également j'ai eu une formation de politiste et de juriste. Et j'ai assez tôt été fasciné par la dimension constituante. Qu'est-ce que c'est en fait de constituer à partir des peuples manquants, en fait, ou des peuples manqués, ou que le présent manque, ou que les médias n'aperçoivent pas. Qu'est-ce que c'est d'arriver à constituer quelque chose, à écrire donc cette écriture de la loi pour qu'il y ait plus de perspectives qui soient... Donc j'avais travaillé en ce sens-là à ce que j'ai appelé les institutions potentielles. J'avais créé... Ça, c'était le côté un peu grand geste, mais pendant 10 ans, j'ai quand même travaillé à penser l'Europe à partir de la traduction. Qu'est-ce que ce serait une communauté politique qui aurait pour langue commune la traduction? Ça donne un monde qui est plus abordable pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas le code d'arrivée. C'est-à-dire que si j'arrive avec un autre langage, je suis bienvenu. Je l'ai vu avec mes enfants sur le bac à sable quand on est arrivé à Berlin. Avant la figure de l'autre et le marquage, on mentionne souvent le visage, Lévinas parlait souvent du visage comme autre. Là, c'est la langue comme autre. Et donc je me disais, tiens, quel monde accueillant ou quelle forme d'accueil ça crée si on pense la traduction comme langue commune. Donc tu vois, la chose, c'est ça, c'est comment est-ce que j'arrive à réencoder ou à écrire la loi autrement pour que le monde dessiné par cette loi autre soit plus accueillant, soit plus ouvert, voire même pointe un infini. La traduction, en fait, ça pointe un infini parce qu'il n'y a plus d'autres. C'est-à-dire que tu arrives dans un champ de traduction et quelle que soit ta langue, en fait, tu parles la même langue que toutes et tous les autres, puisqu'il y a traduction comme langue commune. Donc c'était évidemment un impossible, puisqu'on a beaucoup de mal à penser ça. Et là, je le fais avec les éléments les écosystèmes, avec la Loire, mais plus avec la traduction, ou plus exactement toujours dans la lignée, le sillon de la traduction, mais avec vraiment le droit qui, depuis quelques années, en fait depuis une quinzaine d'années, le droit s'est mis au chevet de celles et ceux qui étaient réputés ne pas parler. C'est-à-dire que quand même, il y a cette extension de la question du langage. On va dire, que veut l'écosystème rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande? Que veut le bassin versant de Loire? Que veut le massif alpin? Que veulent les glaciers? Etc., etc. On va se poser la question de cette sorte de perspective autre qui, pour l'instant, n'était pas très bienvenue dans le langage des hommes. Et on va le poser en termes de droit et on va dire, tiens, on va donner le statut de sujet
et non plus d'objets, à des écosystèmes. Alors ça m'a beaucoup intéressé parce que ça inclut la question de la narration, comment narrer un monde depuis des écosystèmes, donc comment ajouter une perspective. Les écrivains, c'est souvent des gens qui se demandent, tiens, quelle est la perspective de tel personnage. Alors là, on fait rentrer des nouveaux personnages dans le monde. Donc ça, c'est intéressant. Et je crois que peut-être que c'est quand même quelque chose, et je crois que c'est dans l'air. Je vois beaucoup de parlements, Parlement du Rhône, Parlement de la Seine, Parlement des choses, à l'origine évidemment de tout ça, en tout cas en philosophie. Enfin voilà, il y a cette dimension parlementaire ou une forme d'inquiétude humaine qui se manifeste positivement par une volonté de réinstituer ou de réécrire les codes de l'habitation. Et ça, c'est joyeux, c'est une perspective joyeuse, c'est aussi une perspective inquiète. Mais en tout cas, c'est ce à quoi j'essaye de modestement participer en disant, tiens, mais quelle loi on peut écrire? Et évidemment, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on passe de la question du pouvoir à la question de la loi, je le disais, et on passe aussi de la question du sauveur à la question collective de sait-on encore, peut-on encore collectivement écrire d'autres lois, une autre loi. Et c'est là qu'on a créé ce Parlement de Loire pour discuter, enfin, comment dire, retrouver une école de la loi à venir. Voilà. Et toi, Camille, en tant que dramaturge, le Parlement, c'est une forme dramaturgique qui doit c'est une forme de dramaturgie, effectivement, qui permet aussi de changer les choses et de faire advenir la parole. Comment tu t'y prends, toi, en tant que dramaturge, justement, pour créer les conditions pour faire advenir la parole, la faire entendre? Ou autrice? C'est grande question, mais je rebondis juste sur une chose de Camille avant, parce que elle est très importante, et c'est cette question des institutions. On reprend une conversation qu'on a eue précédemment, mais en effet sur le souci à donner à nos institutions. Et en Grèce, donc là, pas forcément du côté du soutien aux personnes migrantes, mais en tout cas dans cette forme de vie que la société grecque a dû s'inventer en parallèle de la mauvaise gouvernance européenne. Eux parlent beaucoup justement d'institutions alternatives, au sens où c'est pas simplement, comme on dit souvent, mais les organisations, les associations, etc., elles bricolent pour pallier les manques de l'État. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est on n'est pas en train de réparer ce qui est mal fait ou de faire à la place de l'État, on est en train de faire mieux. Et du coup, pour ça veut dire inventer d'autres formes d'école, inventer d'autres formes de partage économique, d'autres formes d'accueil. Et c'est des institutions alternatives qui soutiennent un monde autre qui est en fait véritablement le monde dans lequel on veut vivre. Et c'est pas une forme de privé contre public. C'est par exemple les écoles de ces institutions-là. Elles se font en lien avec les enseignants de l'école publique parce que c'est de l'école publique qu'on exige. Et tout est pensé dans ces termes-là. Mais pour qu'on soit à la hauteur de ce qu'on exige, il faut qu'on aille voir ailleurs, parce que être dans une permanente démarche de réclame à l'État qui soit a été corrompu, soit est phagocyté par l'Union européenne ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on s'entraîne? C'est pour ça que j'aime bien ce que tu dis, que c'est des écoles, en fait. C'est des formes d'entraînement de terrain de sport ou de manière de faire de la gymnastique pour voir autrement et se muscler autrement nos capacités d'écoute et d'observation pour qu'on on le muscle, en fait, ce monde-là, parce que c'est le seul qui est vivable. Qui, aujourd'hui, a envie véritablement de tenir ce rythme dans lequel on est tous mis? Enfin, on est tous épuisés, déprimés, malades. Enfin, juste quand même qu'on se le dise, ça va pas. Les rythmes dans lesquels on est collectivement tenu de se poser pour vivre dans ces sociétés ne vont à personne, alors que ces endroits plus attentifs justement aux fragilités, c'est les seuls qui soutiennent des vies vivables. Donc il faut des institutions pour ça, et ça existe. Et peut-être que petit à petit, dans ce maillage des institutions alternatives, il y a une forme de pouvoir qui peut se prendre, sans forcément occuper l'endroit déjà balisé. Voilà. Donc, et sur comment rendre visible, c'est compliqué parce que je pense que les choses se réinventent à chaque fois en contexte. Mais je sais que ce qui m'importe, c'est justement de ne pas penser que la place de l'auteur, de la dramaturge ou du metteur en scène, c'est encore une fois cet endroit qui donne à voir, mais véritablement toujours de penser comment ouvrir l'écoute, comment ouvrir le regard et comment permettre à chacun d'entendre
un tout petit peu mieux ou un tout petit peu différemment ce qui était ressassé par les médias, où je peux prendre l'exemple là d'une pièce sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec une artiste avec laquelle je crée une école, comme je disais, une école expérimentale à Bruxelles, Léa Drouet, qui est une pièce qui s'appelle Violence, peut-être certains ont vu puisqu'elle est passée en France aussi, qui s'est inspirée qui est partie d'une double histoire, à la fois l'histoire de sa grand-mère juive et qui a survécu au rafle du Val d'Iv, et d'une petite fille, Maouda, qui est une petite fille réfugiée qui a été assassinée en Belgique, une petite fille de 2 ans qui a été victime d'un tir policier perdu. Et la tentative, justement, en croisant ces histoires, c'était de laisser la place à chacun de se rendre compte de la fabrication alors que pendant un temps, les passeurs étaient nos héros et sont restés nos héros nationaux, les justes. Et aujourd'hui, les passeurs sont de fait des criminels, alors que les questions migratoires, les questions de traversée nous sont communes. Et comment est-ce qu'on peut recréer des espaces où des histoires apparemment séparées partout peuvent se rencontrer, et comment ces histoires-là sont notre souci et notre matière partagée. Mais je crois qu'encore une fois, plus qu'un discours sûr, c'est vraiment créer des conditions de perception par les moyens qui sont les nôtres au théâtre, qui sont le texte, le visuel, le son, de rendre possible à nouveau des expériences au sens fort de l'expérience et le croisement des hétérogènes. C'est un peu ça que j'essaie de faire souvent. Alors, il nous reste peu de temps. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Sinon, moi, j'avais envie de rebondir sur ce que disait... N'hésitez pas à vous manifester. Ce que disait Camille sur les institutions, parce que ça me faisait penser à ta pièce, Camille, qui s'appelait « Parlement sans les voyelles », notamment le premier volet, qui met en discussion un haut fonctionnaire, il me semble, et un lobbyiste du Parlement européen, et qui, autant que je me souvienne, font le constat d'une faillite en fait de l'institution européenne, qui finit par se saborder et imposer. Tu me reprends si je me trompe, hein, mais en tout cas sur cette notion de pouvoir, empêcher en tout cas les hommes d'accéder aux postes de pouvoir, et qui prend pour première loi, enfin qui est dicte comme loi, celle effectivement dite d'autonomisation de la nature, qui met effectivement tous les éléments non humains, naturels, sur un pied d'égalité avec les humains. Et puis le deuxième volet de ta pièce nous emmène 20 ans plus tard, donc 20 ans après que cette loi a été promulguée, dans différents endroits de l'Europe, sans doute qui ressemblent à des ZAD, avec des jeunes qui témoignent de différentes façons d'habiter le monde, dans un contexte où humains et non-humains sont sur un pied d'égalité. Bon, c'est vrai, bon, on passe vers... Donc, le texte, maintenant, parfois, on en fait aussi une performance sous le titre « Les témoins du futur ». Mais en tout cas, ça me permet aussi de dire une chose sur la fonction art et sauver, en quelque sorte, cette fonction, même si elle semble parfois un peu, justement, fragile par rapport à l'amplitude des urgences. C'est que l'art, la littérature c'est toujours, pour moi, une possibilité de créer des expériences de pensée. On parle beaucoup d'expériences de pensée. Là, la pièce que tu fais référence, c'était une expérience de pensée. Et l'expérience de pensée consiste à faire avec la fiction. Bon, le Black Mirror, par exemple, le fait aussi de manière plus, disons, mieux connue. Enfin, pas mal de gens ont vu cette série. C'est souvent des expériences de pensée assez apocalyptiques. Moi, j'essaye de proposer des expériences de pensée qui seraient... J'aime beaucoup la notion d'indécidable. L'indécidable, quand on est face à un objet qui est indécidable, c'est que précisément ça vous rend la responsabilité. Vous sortez avec le devoir de dire est-ce qu'on le tente, est-ce qu'on fait ce pari-là ou pas. Là, en l'occurrence, c'est une pièce de théâtre qui travaille autour d'un scénario du futur qui serait écoféministe. Et qui essaye de voir si oui ou non, d'abord, c'est bien précisément en enlevant les hommes. J'ai moi-même une critique de ce scénario, c'est que je ne pense pas que c'est en enlevant les hommes, enfin, ou plus exactement, en enlevant les hommes, on résout pas mal de choses, en enlevant les hommes du pouvoir. Mais l'objectif, enfin la chose pouvoir, ce qu'on appelle pouvoir, demeure. C'est aussi ce que j'appelais échelle ou scalability. C'est-à-dire qu'en fait, à 6 milliards, bientôt 10 milliards d'êtres humains,
en fait, ce que dit le pouvoir, c'est qu'il gère des flux. C'est-à-dire que nous sommes devenus des flux. La question migrante étant gérée de manière flux. Et les réparateurs de la grande tapisserie sont celles et ceux qui cessent de voir le monde avec cette échelle-là. Et donc, je ne suis pas sûr que cette chose-là, on arrive à l'enlever simplement en réglant cette question du genre. Mais simplement, c'était une expérience de pensée. Et donc, il y avait des gens qui quittaient le premier volet de la pièce, un peu scandalisés. Qu'est-ce que c'est, ce monde où on n'aura même plus le droit? En fait, les hommes, à la fin du premier volet, ont encore le droit de vivre. Simplement, ils peuvent vivre, ils peuvent créer, ils peuvent même créer des entreprises. Enfin, simplement, ils ne peuvent plus accéder au... Et la durée de cette expérience de pensée, c'était 100 ans. Voilà. C'était une loi que j'avais qualifiée, c'est une loi de la Grèce antique, d'ostracisme. Donc ils étaient retrait des hommes pendant 100 ans. Mais bien sûr, c'était juste une forme de fiction qui passait. Et après, l'autre temps de cette expérience de pensée, c'était 20 ans après la loi qui a émancipé les éléments de la nature. Et là, ce sont... le modèle que j'avais en tête, c'était de me dire, mais ça ne... Enfin, comment dire? C'était une façon d'inviter celles et ceux qui voyaient la pièce à comprendre que ça n'est pas en changeant la loi que la chose est résolue. On a beaucoup d'exemples de lois par le passé qui ont apporté un plus grand bien, mais qui ont été discutées, critiquées, puis abrogées. Et donc, en fait, on sortait de cette pièce en disant, tiens, mais alors, il y a eu cette bascule que nous attendons tous, enfin, du côté de celles et ceux qui voudraient que la nature ait plus de voix au chapitre, mais avec cette sorte d'horizon où tout d'un coup, mais cet horizon attendu n'a pas accouché d'un monde idéal. Et c'est ce que j'appelle comme ça cette sorte d'hybride utopie-dystopie, quoi. Je dis parfois, moi, que nous vivons encore, hélas, sur ce duel-là entre utopie et dystopie. Et il me semble qu'en fait, le monde que nous avons un peu à accueillir, c'est quelque chose qui est une sorte d'hybride, en fait, où l'utopie se renverse en dystopie, mais ce que nous avons à penser, c'est du topique. C'est le lieu, en fait. C'est nos attaches au lieu. Et c'est ce monde topique, en fait, que l'on essaie de trouver. En fait, on me fait signe que... On a largement débordé notre temps. Non, mais qu'on ne peut pas se passer les micros pour des raisons de Covid. Et puis, vu la configuration, ce que je vous propose, c'est que cette première phase d'échange, en tout cas de conversation entre vous, se termine. Et que, oui, peut-être Camille, si tu veux dire un mot, mais après, comment on peut poursuivre aussi l'échange de façon plus informelle et puis surtout passer aussi à la séquence qui est celle... peut-être du vernissage de cette installation, puisqu'on avait prévu de le faire à 19h. Et puis, on pourra échanger de façon plus informelle. Romain, si tu as des questions, voilà, sans forcément passer par des micros et dans cette configuration. Donc, merci encore à tous les deux. Camille, je ne sais pas si tu veux dire un mot, mais on pourra continuer... Non, parce que c'est triste de ne pas entendre les... Oui, c'est simplement... Oui, pourquoi pas. Capella, c'est comme ça. Un peu comme ça, à Capella. Non, moi, j'avais deux interrogations en fait sur votre travail. La première, c'est dans votre utopie-dystopie sur la question du statut masculin dans la société future. Vous dites à un moment, voilà, les hommes, ils ont le droit de faire plein de choses, dont notamment le fait de créer des entreprises. Mais est-ce que quelque part aujourd'hui, on n'est pas dans une situation dans laquelle justement la création d'entreprises amène plus de pouvoir à beaucoup de gens que des États entiers? Je veux dire, vous prenez un pays qui est pas anodin, comme le Portugal par exemple. Est-ce que ce pays-là, le responsable de ce pays, il n'est pas moins puissant peut-être que le PDG d'Amazon? Est-ce que le pouvoir est pas... Voilà, peut-être que je trouve que quelque part, tu as peut-être une vision qui me plaît, quoi, qui est que le politique doit être prédominant. Mais quelque part, est-ce que c'est vraiment la réalité là-dessus? Et si tu laisses les mecs créer des boîtes dans ta dystopie-utopie, au bout d'un moment, ils risquent quand même quelque part de revenir au pouvoir beaucoup plus fort dessus. La deuxième, c'est la question du rapport de force. J'ai vu que tu aimais bien travailler sur les questions de constitution.
quelque part, donc faire de la Constitution un peu de l'art. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Constitution quand il n'y a pas de rapport de force pour imposer les choses, pour imposer les lois? Un État non policier. Non, mais je dis oui, mais au bout d'un moment, tes droits, est-ce qu'ils sont respectés à ce moment-là? Si tu n'as pas de cadre pour faire respecter. Je te laisse répondre. Il n'est pas forcément policier, le cadre pour faire respecter, il peut être coopératif. Mais si je peux me permettre, mais en tout cas juste sur cette question-là, parce qu'il y a deux choses, je pense, il y a des possibilités d'avoir un rapport de force qui soit celui de forcer. Je ne sais pas comment vous l'avez formulé, mais donc il y a des rapports de force possibles qui peuvent s'inventer juste par des manières de... Le rapport de force était malheureux. Alors, en tout cas, possibilité de le faire respecter. Tu vas dans une tribu baoulée ou en Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas forcément de contraintes faites par des forces de police, mais il y a un consensus qui fait qu'on amène à ce que la règle soit respectée au sein du village. Et Camille, tu peux parler de brut de la bonté, parce que c'est quand même des questions peut-être de confiance collective, de brut de la bonté. Ah oui, non, ça c'est une chose qu'on peut parler. Imaginez des médias en fait qui s'occupent de montrer les gens qui réparent la tapisserie plutôt que systématique. Non, donc on avait appelé ça le brut de la bonté, ou bonté brute. Vous voyez ce chose brute là, brute, bonté brute. Non, bon, j'y reviens en fait. Donc personne n'a vu, enfin pas grand monde n'a vu cette création, hélas ici. Donc les témoins du futur et Parlement. Le scénario est fautif. Ça faisait partie pour moi du dispositif, c'est qu'à la fin, il faudrait vraiment, la pièce incluait le fait de critiquer ce scénario, parce que là, le premier volet montrait en fait l'effondrement, ça s'appelait la fin de la chute de l'Union européenne, et puis après ça s'appelait les témoins du futur, le deuxième volet, le deuxième acte. Non, vous avez raison, il y a une sociologie qui étrangle la loi, qui rend la chose très compliquée. Je parle d'une sociologie étendue où il y a des entreprises, etc. Il est certain que si l'on ne croit plus à la loi, et c'est en fait une possibilité réelle, l'horizon est bien là, devant nous, c'est qu'il n'y ait plus la possibilité d'établir une loi. Pourquoi ? Parce que tout devient contractuel, tout devient en fait des rapports de force. Et donc, s'il n'y a plus de possibilité d'établir une loi, alors évidemment, on va continuer à écrire des lois fictionnelles. C'est-à-dire qu'on va servir d'une sorte de recours. Ça ne nous empêchera pas de manière artistique d'écrire des lois en disant « Tiens, voilà la loi manquante ». Ça, d'ailleurs, c'est un peu déjà le cas. C'est un peu ce qu'on fait. C'est un recours, en fait. Le recours fictionnel pour faire face à soit de l'intolérable, soit quelque chose qui de toute façon ne fait pas monde. Ce qui est certain, c'est que, et moi ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, on en a parlé avec Camille Louis, c'est de montrer que le monde qui est porté par nos fictions, par ces fictions-là, c'est-à-dire des fictions de métamorphose, de transformation, où la loi commune change, en fait que ces fictions qui seraient plus ou moins disqualifiés par des hommes ou femmes politiques un peu classiques, un peu systémiques, qui diront « Oh là là, mais tout ça, c'est de la radicalité ». En fait, c'est d'arriver à dire à quel point c'est du pur bon sens, en fait, à quel point c'est la modération est là, en fait, à quel point la tempérance est là. Et là, c'est une sorte de monde un peu absurde dans lequel on est, où toute loi, en fait, proposée qui inclut les écosystèmes, qui dit des choses d'une évidence totale, c'est-à-dire que nos formes de vie humaines dépendent des autres formes de vie, en fait que toutes ces propositions sont reçues comme des propositions très radicales. Je travaille donc sur le Parlement de Loire, on travaille sur la personnalisation juridique de la Loire, et régulièrement on a des attaques du politique qui disent « mais vous êtes complètement fous, la Loire c'est pas un sujet de droit ». Et alors là on doit effectivement plus ou moins répondre, et je leur dis « mais…» et ils nous traitent parfois de fanatiques, et je leur dis, mais le fanatisme n'est pas de notre côté, en fait, parce que nous, on énonce quelque chose qui est dans le droit, qui est d'une évidence, il y a plusieurs formes de vie sur la Terre, en fait. Et plus on va penser des lois et des institutions qui donnent voix à ces différentes formes de vie, plus, en quelque sorte, nous sommes pluralistes, tempérés, en fait, relationnels. Là où eux, en fait, vont juste défendre cette sorte de perspective de rente humaine, thermonucléaire, qui n'est pas, enfin, qui ne fait pas un monde à venir, en fait. On le sait, je veux dire, de manière scientifique. Donc, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la modération, du bon sens autour d'une loi à venir. Mais évidemment, tu as raison.
Et ça, c'est pas à moi de le dire, parce que il faudrait presque convoquer Carl Schmitt en disant comment est-ce qu'on impose la loi? Eh bien, combien de bataillons, en fait? Et pour qui travaille l'armée, quoi? Ou la police, si vous voulez. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, c'est un endroit où moi, j'ai pas du tout envie d'aller. Moi, notre travail de l'imaginaire, il me semble, c'est à la fois un travail de diagnostic ou de contre-récit, puisqu'on parle de bataille de récits, ou d'autres récits, ou de récits alternatifs, d'institutions potentielles. Ça, c'est un. Et puis deux, c'est pointer des horizons habitables, ou plus habitables, où il y a plus de liens avec le vivant, comme recours. Et après, il y a ce qu'on appelle le souverain. Et les souverains, aujourd'hui, ils sont définis de manière un peu passée, au sens du 18e, où le souverain, ça va être les gens qui ont leur carte d'électeur. Et là, c'est là qu'on entre dans l'histoire un peu de la violence. C'est-à-dire qu'on entre dans l'histoire des clientèles, on entre dans l'histoire des gens qui votent pour plus d'autorité, c'est-à-dire moins de liberté, pour plus de rente, dans une logique de l'intérêt bien trouvée. Bon, là, on entre dans une autre histoire sur laquelle moi, j'ai pas vraiment prise. Notre prise, c'est justement de réaménager des lieux symboliques où il y a quelque chose qui se déplace, des cadres et des catégories extrêmement violentes dans lesquelles nous vivons, en fait. C'est vraiment ouvrir la fenêtre, en fait. Il y a une phrase qui revient dans Thésée, ne pas rouvrir les fenêtres du temps. Et en fait, il y a moi sans cesse ce travail de, tiens, si je rouvre les fenêtres du temps du passé, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se serait passé si? C'est-à-dire que c'est là que ça commence la fiction. Et d'ailleurs, l'enquête aussi, à sa manière. C'est, si je change tel paramètre dans le monde, qu'est-ce que ça donne? Si je change tel paramètre du passé, qu'est-ce que ça donne? Si je change tel paramètre du présent, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est l'exercice de l'imaginaire. Et avec ça, ça ouvre un peu les têtes. Et je pense qu'on a un peu besoin d'ouvrir les têtes. Enfin, on a besoin, en tout cas, moi, j'ai besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, peut-être ce serait bien, Camille, que tu nous parles de la chambre d'enquête. Avec plaisir. En fait, j'en parle avec une voix off déjà, oui. Donc je pourrais aussi m'épargner. Mais déjà, en fait, il faut peut-être... Moi, avant de passer à ce temps autre, je vous remercie infiniment, pour votre écoute, pour votre présence. Et puis Camille, Louis, pour être avec nous aussi. Voilà. Caroline aussi. Et puis aussi, en fait, puisque tu es là, Yann, pareil, en fait, tout ce chemin parcouru. Comment ça fonctionne, cet espace je dirais, en fait, si on lance la voix, en tout cas, j'ai été ému de voir que ça fonctionnait, que ça marchait ce matin. J'étais là au calme, tranquillement, et puis j'écoutais la voix. Alors peut-être que quand on est très nombreux, ça marche un petit peu moins, mais j'aime bien, en fait, donc cette dimension, en fait, non autoritaire de la narration. Il y a une narration, en fait, ça, c'est un livre, mais c'est un livre en devenir, où il y a peut-être plusieurs livres. Il y en a déjà même presque un. Enfin, il y en a un. Et puis, il y en aura peut-être d'autres qui sortent de cette vaste enquête sur le temps. Là, vous avez ce premier volet qui concerne ce temps du début du XXe siècle. Pour moi, c'est une histoire à la fois intime et collective. Et quand je dis qu'elle est non autoritaire, c'est que lorsque l'on entend la voix que j'ai enregistrée, un peu comme si j'étais face à ce canevas, vous voyez, vous entendez par la voix que je zoome sur certaines images, sur certaines phrases, que je viens éclairer, en fait, comme si je commençais un travail d'interprétation, de commentaires. Et c'est pour moi les premières phrases qui normalement nous conduisent à aller un peu plus proche de la chambre. C'est photographiquement quelque chose qui cherche à saisir une histoire de la destruction, en fait qui cherche à voir comment ça meurt, comment ça tue, et ça rejoint évidemment une sorte de chose que je dis dans la voix off où je cherche ce continuum ou cette solidarité corps des humains et corps du monde. Donc vous voyez, par exemple, je prends un exemple sur les gaz moutarde de la Première Guerre mondiale, les gaz qui ont servi à l'extermination pendant les années 30-40, enfin surtout 40, les gaz qu'on utilisait au Vietnam avec l'agent orange
Et vous voyez en fait ce moment de la pensée humaine où on se rend compte que non seulement on détruit des corps humains, mais en fait que ce sont des pesticides qu'on utilise également pour les champs, que ce sont parfois les mêmes gaz avec des intensités différentes. Donc je vais chercher aussi à saisir, alors c'est ce qu'on lit là, je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu tout ça, s'il n'était pas parti, s'il n'avait pas changé de langue. Et c'est donc de là que je repars pour tenter de comprendre ce qui est arrivé, ce que nous avons fait, combien de manquants sont manquants et comment ils ont disparu et quelles traces ont pu s'imprimer dans nos corps scripts, nos corps cryptes, et ce qui se noue également entre la matière humaine et la matière du monde, et ce qu'il reste des prières oubliées et des vieilles alliances, et pourquoi ce que nous faisons au monde, nous le faisons à nous-mêmes, pourquoi ce que nous injectons dans les sols nous rentre dans les veines. Quelle est donc cette curieuse liaison entre le temps long de l'histoire, des traumas, des guerres et nos vies à venir, entre ce que le pouvoir impose et ce dont nous souffrons, ce qui nous prend nos forces? Que serions-nous devenus sans toutes ces violences, chacune et chacun, des splendeurs, des miracles? Voilà. En fait, donc c'est un peu comme ça que ça travaille, c'est qu'il y a ce lien comme ça un peu photographique d'un temps du XXe siècle que nous avons quitté, et qu'est-ce qu'il laisse comme trace, comme empreinte dans les corps. Voilà ce que j'ai aussi cherché dans le livre. Et évidemment, il y a cette présence de ce travail en cours, puisque ça pointe aussi ce travail collectif que font les anthropologues, que font les écologues, que font les éthologues, que font beaucoup de personnes depuis leur perspective en sciences humaines pour essayer de comprendre ce qui reste, ce qui disparaît, comment ça disparaît, et de là, de ce diagnostic général, qu'est-ce que l'on fait, comment est-ce que l'on change justement les écritures pour que ça habite, pour que ça vive autrement. Donc ça, c'est une des dimensions. Bon, après, il y a une dimension plus plastique que j'évoque dans le texte oral. Je disais, ce travail en cours, toujours à refaire, à reprendre. Il y a pour moi ce lien entre l'alphabet, le dessin de la lettre. Là, ce terme en hébreu signifie réparation, tikkun olam, réparation du monde. Il y a quelque chose comme ça d'une mise à plat des différents signes, donc le dessin, la photographie, l'alphabet, comme si voilà, je cherchais un peu à les mettre à plat et à mener mon enquête. Et puis après, il y a une autre dimension qui me touche aussi particulièrement, c'est la capacité divinatoire des images. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de replonger dans des cartons. Mais bon, moi, il y a pas mal de gens qui sont un peu morts assez brutalement dans mon histoire. Et lorsque l'on plonge les yeux dans des cartons du passé, que l'on regarde des images, on se rend compte que les images savaient certaines choses, que les images avaient ce savoir un peu divinatoire ou prophétique. Et on arrive à lire des éléments de l'avenir dans le passé. Et donc, on trouve aussi cette présence-là de certaines images un peu divinatoires. Voilà, dire également que je suis vraiment, voilà, ça s'est fait petit à petit par strates successives. Moi, j'aime bien l'idée des strates. J'aime beaucoup concevoir en fait un peu à l'image des montagnes que l'on voit ou des falaises que l'on voit en passant en train. J'aime bien penser la sémiose, c'est-à-dire l'ensemble des signes comme des séries de strates géologiques. C'est un peu cette sémiologie, pour moi, c'est des strates comme ça de différentes temporalités, de différentes matières. Et qu'il y a quelque chose de géologique dans notre sémiose. C'est-à-dire que le XXe siècle, là également, en inventant la photographie, a accumulé des images. Et en fait, nous avons une sorte de boîte noire d'images, chacun. Je pense que c'est ça aussi que je vais chercher, c'est que chacun peut se rapporter à des événements du passé. Il y a cette boîte noire pleine d'images. Et on navigue, en fait, à l'intérieur de cette boîte noire, en essayant, en fait, d'aller y rechercher, en fait, une sorte de lecture, de signification, d'interprétation. Un peu comme des gens qui essayent de lire dans les nuages voilà, les signes du temps qui va faire ou de la tempête qui vient. Il y a quelque chose comme ça, je trouve, que l'on va chercher. Donc, il y a une sorte de saturation sémiotique, de saturation d'images qui convoque cette boîte noire collective des images du XXe siècle. Enfin, je pense particulièrement à cette image de Life, par exemple, qui, je crois, vraiment est entrée dans le cerveau limbique de notre temps, en fait, dans la part limbique, quoi, quelque chose qui nous habite et qui est là. Mais bon, ça peut être les images des tranchées de la Première Guerre mondiale, ça peut être les images des capsules de Zyklon B qui ont servi, etc.
ou l'image d'Hiroshima. Et après, il y a un fil rouge qui nous relie aussi, pas seulement à la littérature, puisqu'en fait, on disait ça, c'est très juste, il y avait la dimension littéraire avec le soutien de la fête du livre de Bron, il y avait la dimension de l'Europe et de ce qu'est l'Europe avec l'Europa Lab, et il y a une question sur l'Anthropocène. Et souvent, en fait, l'Anthropocène très court est souvent rapporté à cet événement de Hiroshima. C'est-à-dire que Hiroshima est souvent vu comme le moment, en fait, plus exactement émotionnel ou psychologique, où l'humanité comprend qu'elle a la capacité géologique ou biophysique de changer la vie, en fait, de transformer, de mettre fin à... Alors évidemment, il y a des anthropocènes très longs qui vont revenir encore avant, jusqu'au néolithique, mais aussi c'était de marquer ça, cette expérience, nous autres humains, que nous menons à l'échelle de la Terre, quoi. Donc on retrouve ça, ce marquage dans les corps, puis bon, plein d'indices, des choses qui ont compté dans la vie des miens, quoi. Ce qui a fait de mon père un collapsologue avant l'heure, qui était la lecture de Rachel Carson en 1965, je crois, je cite de mémoire, mais qui est ce livre qui s'appelle en français Le Printemps silencieux, et qui était vraiment la première alerte d'ampleur sur le fait que les pesticides, en fait, ont des conséquences sur la vie animale, et notamment sur les coquilles d'oiseaux. Elle étudiait comment l'usage des pesticides progresse petit à petit, en fait, fragilisait les coquilles d'oiseaux et donc mettait en péril, en fait, des générations d'oiseaux à venir. Voilà, donc il y a plein comme ça de petits indices. Et en fait, j'étais assez heureux de voir le résultat final, puisque j'avais montré à mes camarades qui m'ont aidé dans cette résidence, comme ça, à rebondissement, une image d'une série qui s'appelle True Detective. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en fait, où on voit en tout cas ces chambres d'enquête de policiers, avec des policiers un peu fous qui punaisent des choses au mur et qui cherchent des liens infinis en disant tiens, c'est ça, mais est-ce que ça peut être ça, etc. Et voilà, donc j'avais vraiment cette forme-là depuis le commencement à l'esprit, c'est-à-dire une sorte de chambre du fou qui cherche infiniment des causes au-delà un peu des liens visibles et connus. Voilà. Ça dit aussi pour moi quelque chose d'un peu symptomal en ce moment. On en parle d'ailleurs encore de nouveau sur cet esprit. Vous voyez le stade folie de l'enquête qui est la conspiration. C'est aussi pour moi ce que dit cette chambre. C'est un état de l'esprit et qui tout d'un coup, à force de chercher des liens dans l'invisible, bascule du côté d'une sorte de cohérence trouvée. Et moi, je voulais le laisser à l'état d'incohérence pour dire que précisément, voilà, le récit doit s'arrêter à l'inachevé, en fait, que la bascule dans la folie, c'est le moment où tout d'un coup on dit ça y est, tac tac, j'ai tout résolu, c'est plié, c'est comme ça. Et donc ça dialogue avec. Alors je le dis pas dans l'enregistrement, donc c'est un petit plus que je dis là, mais il y a quelque chose comme ça qui fait un clin d'œil à cette. Tu parles d'ailleurs, ça fait le lien avec la conspiration des enfants, qui serait justement une conspiration autre, joueuse, potentielle, qui ouvre des significations par rapport à des conspirations closes d'adultes qui cherchent à dire voilà, c'est comme ça, c'est la faute à. Et là, au contraire, c'est une sorte de vertige, d'effroi, mais tiens, mais où s'arrête cette sorte de théorie des liens et donc là, qui ouvre à l'infini, quoi. Et donc, quand on parle d'infini, bon, on parle de quelque chose qui me plaît plus que du fini. Voilà. Je m'arrête là. Je crois que c'était très bien. Et puis, c'était déjà pas mal. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je suppose qu'on va mettre la bande peut-être un peu après, si on a besoin de se parler. On peut la mettre à un niveau peut-être faible, comme ça on aura un peu comme les musiques d'ascenseur, quoi. Mais merci beaucoup. Merci.